Alors, comme je vous l'avais expliqué dans l'introduction, j'ai eu un coup de fil de Nicolas Sananès qui m'a dit que pour des raisons personnelles, il ne pouvait pas venir aujourd'hui. Il en est désolé parce qu'il est toujours très content d'être là. On a un peu discuté au téléphone. Il m'a dit que son topo est prêt et donc je reprends le challenge de présenter son topo. On a discuté au téléphone. Je vais essayer de traduire ses pensées et puis finalement, je me suis rendu compte qu'on était d'accord sur la majorité des choses que je vais dire, donc ça ne me posera pas trop de problèmes. Donc la question posée, c'était est-ce qu'il est possible de définir un taux idéal de césarienne dans cette idée de désescalade? Bien sûr, la césarienne fait partie de l'escalade, vous le savez. Et pour désescalader, est-ce qu'il est possible d'avoir un chiffre, un taux qui pourrait être la cible qu'on pourrait se fixer, la cible idéale? Alors, le plan de ce topo, c'est tout d'abord quelques chiffres. La deuxième partie, c'est est-ce qu'il y a peut-être un chiffre qui existe déjà, qui nous donne une référence? Ensuite, si ce chiffre existe, qu'est-ce qu'on va pouvoir en faire pour aller vers cette cible-là? Et puis, bien sûr, parler des patientes et des patientes dans tout cela. Alors, là où tout a commencé, en 1985, l'OMS a dit la chose suivante: il n'y a aucune justification pour aucune région dans le monde d'avoir un taux de césarienne au-delà de 10 à 15%. Donc, recommandation forte de l'OMS qui n'a absolument pas été suivie par les faits dans les années qui ont suivi. Et vous voyez que dans le monde, le taux de césarienne a été multiplié par 2, par 3, par 4, selon les pays. Alors, quelles en sont les causes? On le sait, il y a une augmentation de l'âge de la première grossesse, il y a l'augmentation du BMI de nos patientes, l'augmentation du nombre de patientes avec utérus cicatriciel, ce qui bien sûr est un cercle vicieux. Plus on fait de césarienne, plus on a d'utérus cicatriciel, et plus on va faire de césarienne. Ces demandes de protection périnéale, des demandes de césarienne de convenance, et puis pour ce qui concerne nous professionnels, peut-être aussi, probablement la crainte du médico-légal. Alors en France, on a une situation un petit peu particulière par rapport à d'autres pays, c'est qu'on a assisté à cette augmentation du taux de césarienne de 1980 à 2000, et puis à partir de l'an 2000, ça s'est relativement stabilisé à un chiffre de 20%, un peu plus, un peu moins. Actuellement, c'est 20% et quelques. Donc, on peut dire c'est bien. Alors, est-ce que c'est encore de trop? Peut-être. On va essayer de voir ce qu'on peut dire à ce sujet. Ce qui va compliquer les choses, finalement, c'est que si dans le monde entier, il y avait un taux unique fixe de césarienne, on saurait que c'est probablement le bon chiffre à retenir. Or, si on considère que le taux idéal, d'après l'OMS, serait de 10-15, ou tout au moins de ne pas dépasser ces 10-15, voilà, il y a peu de pays qui seraient en conformité avec ça, sachant qu'il y en a beaucoup qui dépassent. Ce qui est clair, c'est dépasse un petit peu, donc on peut y mettre l'Europe, dépasse un petit peu plus l'Europe aussi, et puis les pays d'Amérique du Nord dépassent encore plus certains pays d'Amérique du Nord et surtout les pays d'Amérique du Sud. Et en dessous de ce seuil, eh bien, on a bien sûr l'Afrique, le continent africain. Donc ce qu'on peut dire, c'est que soit beaucoup ou la majorité des pays n'ont pas, s'il y a un chiffre à retenir, ben, ils ne l'ont pas, ou alors peut-être qu'il y a finalement plusieurs chiffres à distribuer en fonction des pays et des manières de travailler. Alors ces disparités, on les retrouve également je me rends compte que je n'ai pas démarré le chrono, mais bon. Il y a beaucoup de disparités en Europe, on la retrouve avec un ratio de 1 à 4 entre l'Islande et Chypre. Et vous voyez que la France se situe quand même dans le premier peloton, on va dire, de pays qui pratiquent plutôt moins de césariennes par rapport au reste. Ces disparités, on va les retrouver en France, et le grand écart, vous le voyez, entre une maternité marseillaise qui fait 46% de césariennes et la maternité d'Auxerre qui en fait 8,9%. Si on allait encore plus petit dans le microcosme, eh bien on pourrait peut-être même se rendre compte qu'au sein de notre structure, si on analysait les taux de césarienne de chaque praticien, peut-être qu'on aurait aussi une disparité. Donc la difficulté pour répondre à cette question, c'est
Voilà, il y a de plus en plus de césariennes, il y a des chiffres très différents en fonction des pays, qui, au final, a raison. Alors, on va essayer, l'OMS aussi d'ailleurs a essayé d'étayer cette affirmation de ce chiffre de 10-15% de césariennes en commandant des études, celle-ci par exemple, une méta-analyse, qui va dire oui, il y a une diminution de la mortalité maternelle et néonatale jusqu'à un chiffre de 9 à 16% de taux de césarienne. Si on augmente le chiffre de césarienne au-delà, eh bien, il n'y a plus d'effet sur ces deux paramètres-là, mortalité maternelle et mortalité néonatale. Alors, l'inconvénient de cette méta-analyse, c'est qu'au final, ce sont des études transversales, et en prenant 3 exemples, le Mali, 1% de césarienne, les Pays-Bas, 16%, et le Brésil, 45%, 46%, de dire que, voilà, on va augmenter jusqu'à 16, il y a une diminution de la mortalité, et ensuite, ça va stagner, mais au final, toutes ces études ne sont même pas ajustées. Quand elles le sont uniquement sur le produit industriel brut, et finalement, faire des comparatifs entre des pays aussi différents dans leur économie et dans leur système de santé, ça serait à comparer le maïs, le gouda et la caipirina. Alors, plus logique dans cette idée d'essayer d'y voir plus clair, ce sont des études longitudinales. On va chercher des pays qui ont, qui ont une césarienne accessible à l'ensemble de la population, avec au départ un faible taux de mortalité, et longitudinal, c'est-à-dire qu'on va voir ce qui s'est passé dans les années 80, et puis vérifier ce qui se passe actuellement. Est-ce qu'il y a un changement dans ces deux critères de mortalité? Et on voit que la réponse, finalement, c'est la même. Il n'y a pas lieu d'augmenter le taux de césarienne au-delà de 10 à 15%, parce que si on tient compte du critère de mortalité maternelle et néonatale, on n'obtient pas de bénéfice. Ici, vous avez le bénéfice sur la mortalité maternelle. Vous voyez qu'elle diminue de manière importante ici en arrivant jusqu'à, là c'est 10, là c'est 15% de césarienne, ça bouge quasiment plus ici. Pour la mortalité néonatale, c'est un petit peu pareil. On est un petit peu même plus bas, à 10% de césarienne. La mortalité néonatale diminue et ensuite elle reste stable sous réserve que l'on ajuste. Voilà, ensuite, si on prend ce taux de césarienne de 10-15%, si on veut l'accepter, il faut qu'on évalue nos pratiques. Déjà, il faut savoir quel est son propre taux de césarienne et qu'est-ce qu'on va faire pour s'évaluer. Bien sûr, on peut utiliser le taux global de césarienne, voire même l'ajuster en fonction de l'endroit où on travaille, puisqu'on ne va pas se retrouver dans des mêmes conditions en type 1 ou type 2 ou type 3, on va avoir des taux de césarienne différents qui résultent simplement d'un recrutement différent. Donc l'interprétation va être difficile, et même lorsqu'on ajuste, ça va être difficile. Alors on peut s'intéresser aussi aux indications de césarienne, mais on l'a vu tout à l'heure, l'indication stagnation de la dilatation, non-progression du travail est extrêmement difficile et peu pertinente à reproduire dans une étude comme ça. Donc mauvaise reproductibilité, et l'interprétation, à nouveau, va être limitée. Et on en arrive à cette possibilité d'utiliser la classification de Robson, dont on parle maintenant depuis plusieurs années, qui consiste à classer toutes les patientes en 12 groupes, 10 groupes avec 2 groupes qui ont des sous-groupes, mutuellement exclusifs. Ces caractéristiques sont la parité, l'utérus cicatriciel, le nombre de fœtus, la présentation fœtale, l'âge gestationnel à l'accouchement et le mode d'entrée en travail, pour ensuite se permettre une analyse pragmatique, c'est-à-dire que chaque groupe va être composé d'un certain nombre de patientes et on va voir dans chaque groupe quel est le taux de césarienne dans ces groupes-là. On va voir la taille relative du groupe dans la population des accouchés et finalement la contribution chiffrée au taux de césarienne total. Donc on aura une vision bien plus claire de la manière de procéder dans la maternité. On pourra ensuite, sous réserve que l'on fasse du longitudinal, c'est-à-dire qu'on se compare ce qu'on faisait hier à ce qu'on va faire aujourd'hui et demain, donc en 2 temps différents, et puis se comparer en transversal à l'intérieur d'un réseau, en national, voire même en international. Alors, ça, c'est pas Robson, c'est Bruno. Ça, on va dire que c'est la première fois qu'il nous en a parlé. Je vous laisse déduire le nombre d'années qui sont passées depuis.
on peut dire que la répétition est la base de la pédagogie. C'est vrai qu'on se rencontre une fois par an dans le service pour essayer de comparer. On a un peu ces difficultés-là de comparer des services de types différents. Et à force de répéter, faites le Robson, faites le Robson, faites le Robson, eh bien, on a fait le Robson. En fait, on a fait le Robson, c'est Sarah qui a fait le Robson pour l'année 2016. Il faut dire que au final, ce n'est pas un exercice extrêmement complexe. On a les résultats qui sont tout de suite disponibles. Alors, je ne vais pas vous inonder de chiffres, mais ça, c'est le Robson chez nous, à Colmar, pour 2016. Vous voyez qu'il y a les 10 groupes ici, avec les deux groupes qui ont des sous-groupes. Alors, j'ai surligné cette case-là pour vous dire que, voilà, on va s'intéresser à l'utérus cicatriciel et à la présentation du siège. Pourquoi ? Parce que l'utérus cicatriciel représente 6,2% des 19% de césariennes, de taux global de césariennes qu'on a. Donc un tiers des césariennes est faite dans le cadre d'un utérus cicatriciel. Et puis, présentation du siège, ça représente 3,5%. Donc si on fait le total de ces deux groupes, on arrive à 9, quelques. Donc vous voyez que ces deux groupes représentent la moitié de nos indications de césarienne. Et ce qui est intéressant, c'est que finalement, ça représente pas tant de patientes que ça représente 15% des patientes. À 15% de nos patientes, on fait les 50% de césariennes du service. Donc on s'est intéressé à ces deux catégories-là, sachant que le siège voix basse, on l'a abandonné depuis de nombreuses années, et sous l'impulsion de nos jeunes collaborateurs, eh bien, on reprend un petit peu le flambeau. Par exemple, pour l'utérus cicatriciel, eh bien, on peut se poser la question de redéfinir, de rediscuter à chaque fois qu'on souhaite programmer une césarienne dans le cadre d'un utérus cicatriciel. Le simple fait de faire une relecture, ça peut changer les habitudes. Et par exemple aussi, quand on a une nécessité de déclencher, eh bien, on sait qu'on ne déclenche pas un utérus cicatriciel, mais on peut maturer avec un ballonnet. Donc ces pratiques-là peuvent amener à faire diminuer les taux de césarienne. Et on est aidé par le réseau qui a sorti pour l'année 2016, pour la première fois, comme ils le font maintenant depuis 2 ou 3 ans, et c'est vraiment nouveau dans la région, les indicateurs de chaque maternité à partir de la base PMSI. Et ils ont construit un Robson pour chaque maternité, et chaque maternité de la région Alsace a à sa disposition non seulement son propre Robson, mais le Robson des maternités avoisinantes. Donc il est possible de comparer. Alors ce n'est pas tout à fait un Robson, ça s'appelle un Robson simplifié, simplement parce que le PMSI n'arrive pas à distinguer les primipares des multipares. Mais, donc ça c'est le tableau qui nous concerne, pour la même année dont je vous ai parlé tout à l'heure. Et vous avez la possibilité de vous comparer, donc ça c'est nous-mêmes. Ensuite on a la région Alsace, on a le Grand Est, et on peut se comparer aux chiffres nationaux. Et ce qui va être intéressant, c'est qu'on va pouvoir utiliser ces chiffres-là pour nos deux sujets qui nous importent, c'est la présentation du siège et l'utérus cicatriciel. Donc je vais l'agrandir un petit peu. Alors là, c'est bien sûr mélanger primipare et multipare. Et vous voyez qu'on est au-dessus de la région, au-dessus du Grand Est, et au-dessus, plus on s'éloigne de l'Alsace, et ben plus les enfants par siège naissent par voie basse. Donc il y a peut-être quelque chose à faire. Pour l'utérus cicatriciel, c'est un petit peu pareil. On a peut-être un chiffre qui est un peu moins bon, donc on peut avoir une cible. Et si on arrive à baisser d'un point ici et à baisser d'un point, on aura baissé nos taux de césarienne de 2 points, ce qui va représenter 10% du taux de césarienne. Et finalement, ce n'est pas si mal que ça. Si on y arrive, ce n'est pas encore fait. Alors, le Robson a bien sûr des limites. Ce ne sont que des paramètres. Ce ne sont que des paramètres, ça ne tient pas compte d'autres facteurs qui peuvent influencer la césarienne. Malgré tout, l'OMS propose d'adopter le système de classification de Robson comme un système international de référence pour l'évaluation, la surveillance et la comparaison des taux de césarienne dans les établissements de soins au cours du temps et entre établissements de soins. C'est ce que je vous ai présenté tout à l'heure. Et les patientes dans tout ça, OK, si on reste sur ce chiffre de 10-15% de l'OMS sur la mortalité maternelle et mortalité néonatale, mais finalement, alors ce sont des événements bien sûr très importants, mais on peut quand même dire on ne s'attache que à la mortalité maternelle et la mortalité néonatale. Quid de la morbidité maternelle et de la morbidité néonatale?
Et l'OMS dit effectivement les effets des taux de césarienne sur d'autres issues telles que la mortinatalité, la morbidité maternelle et périnatale, la santé des enfants et le bien-être psychologique ou social restent à déterminer. Donc il y a encore du travail pour probablement dire que ce 10-15% n'est pas le taux idéal de césarienne, et je ne pense pas que ce soit le taux idéal. Bien sûr, il faut aussi parler des patientes. Quid du bien-être psychologique et social? Il faut en prendre en compte le souhait de la patiente en fonction de son histoire, de son environnement et de ses craintes. Et si je reprends les affiches qu'on a vues à la sortie des congrès de Lille, qui étaient assez violentes sur la critique de cette médecine paternaliste qui n'a plus lieu d'être, eh bien, dans l'explication alors là, oui, ça c'est la petite diapo qui montre comment fonctionne la médecine paternaliste, utérus cicatriciel. On va tenter une voix basse. Alors bien sûr, il ne faudrait pas tomber dans l'excès inverse, mais si on reprend l'exemple de l'utérus cicatriciel, bien sûr, il faut avoir la discussion avec la patiente sur les avantages et les inconvénients d'une voix basse par rapport à une césarienne et prononcer le mot de rupture utérine. Mais il faut qu'on considère que ce n'est pas un échec si la patiente finalement choisit la césarienne programmée. Les risques ne sont pas de la même nature et elle peut faire le choix différent. Et ce choix, au final, lui appartient à nous de lui permettre ce choix. Sinon, on reviendrait probablement vers une sorte de paternalisme que Nicolas appelait 2.0, qui serait pire qu'avant, certes, où on explique à la patiente tout, mais on décide au final quand même pour elle, et ça pourrait donner ça, utérus cicatriciel, votre utérus risque de se rompre, vous risquez de mourir, votre bébé aussi, on va vous tenter une voix basse, signez ici. Voilà, donc au final, à la question « Est-il possible de définir un taux idéal de césarienne ?» La réponse, elle est oui et non. Pas terrible, hein? Alors, non, parce que les 10-15% n'est pas le taux idéal, c'est un chiffre de référence qui, effectivement, dit que si on fait plus que ça, eh bien, on n'améliore pas la mortalité maternelle, la mortalité néonatale. Et non, parce que, même si on fait abstraction de ce chiffre-là, il n'existe probablement pas un chiffre unique disponible pour tous, pour toute pratique, pour tout pays. Et oui, il en existe probablement un, mais il faut s'auto-évaluer, regarder ce qui se passe chez toi, chez soi, oui, chez toi aussi, évaluer en longitudinal, avant, pendant, après, se comparer en transversal, et ensuite se fixer des objectifs, et pourquoi pas, pour soi-même, un taux idéal, qui pourrait être idéal de taux de césarienne qu'on souhaiterait éventuellement atteindre. Voilà, j'en ai terminé. J'ai probablement fait un petit peu plus court parce que j'ai eu le temps de m'attacher au topo, pas tellement de refaire la littérature, puisque 48 heures c'était court. Je voulais dire un petit message à Nico. À bientôt. Merci beaucoup. Bien, donc merci à Richard et à Nicolas d'avoir abordé cette question aussi complexe mais de façon aussi complète, tout en replaçant la patiente au cœur de nos décisions partagées. Et donc j'imagine que vous avez des questions. Merci. Alors, moi, ce ne sera pas automatiquement une question, mais c'est une réflexion. Parce que c'est peut-être un peu caricatural de dire la patiente, il y avait le modèle paternaliste où on décidait pour elle, et qu'après, dans le modèle autonomiste, on lui dit « Madame, vous voulez une césarienne ?» On l'a fait. Je pense que quand on parle d'autonomie, c'est une autonomie accompagnée. Ce n'est pas parce que vous voulez une césarienne, on va vous la faire. Parce que les gens... Enfin, je prendrai l'exemple du siège. On peut arriver à des compromis, c'est-à-dire que les dames disent « Non, 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 mais moi, j'ai peur, j'ai tout ce que j'ai entendu sur le siège, je veux une césarienne. » Mais quand on leur explique, il ne faut pas leur dire « Non, vous n'en aurez pas. » Ça, c'est évident qu'on ne va pas arriver à quelque chose. Mais il faut qu'il y ait un dialogue. Et on arrive, par exemple, à leur dire « Écoutez, j'ai compris votre demande. Moi, je pense que si vous vous mettez en route toute seule jusqu'à terme et que les choses se passent assez vite, vous avez vraiment des avantages à accoucher par voie naturelle. Mais que par contre,
Moi, j'ai bien retenu que vous avez peur et que pour des antécédents, parce qu'il faut reprendre aussi tout son historique, dire écoutez, si vous n'avez pas accouché à terme, on ne vous déclenchera pas, vous aurez une césarienne. Je crois qu'il y a toujours possibilité d'avoir des compromis et je ne crois pas qu'il faut tomber dans une caricature, quelle qu'elle soit, dans oui, vous devez en avoir une ou non, on ne vous en fera pas. C'était de l'humour, Gilles. C'est la réalité parce qu'on est dans une problématique qui, il faut arriver à dialoguer. Et c'est vrai que souvent, moi, je dis ça parce que nous-mêmes, on a quelquefois été pas aussi bienveillants que ça. Et on peut arriver à des compromis. Je rajouterais, si je puis me permettre, c'est qu'aussi la difficulté, c'est que certaines patientes attendent de nous parfois une attitude très paternaliste, alors que d'autres réfutent totalement cette attitude-là, et c'est un peu comme nos meilleurs amis ou nos amis. On a parfois du mal à bien toujours les comprendre, ou même nos familles. Et puis, donc une patiente qu'on ne connaît pas tellement, c'est parfois encore plus difficile. Et je trouve qu'on est quand même dans une situation où il est probablement plus difficile d'expliquer les choses à une patiente qui va accoucher, par exemple par rapport à une patiente qu'on va opérer voilà, hystéroscopie ou hystérectomie, que sais-je. Mais là, il y a deux personnes en jeu. Et à partir du moment où on commence à parler de risque, c'est vrai qu'il faut vraiment trouver les bons mots pour qu'on ne se retrouve pas devant « Ah oui, mais à ce moment-là, je veux une césarienne. » quoi. Parler de rupture utérine et ne pas arriver à une césarienne, c'est tout l'art du métier. Quoi. Est-ce qu'il y a une autre question ? Oui. Moi, j'ai une question, c'est par rapport... est-ce qu'il y a une étude qui a été faite sur le suivi gynéco et les pathologies gynéco pour les dames qui ont eu des césariennes dans leur vie après ? Est-ce qu'il y a plus de pathologies ? De pathologies pour gynéco, les... tout confondu. Une petite réduction de la fertilité, par exemple. Non, mais par exemple, fibrome, descente d'organes, des choses comme ça. Est-ce qu'il y a une étude qui a été faite ? Il y a des études qui ont été faites, je peux répondre. Vas-y. Il y a des études qui ont été faites qui montrent une réduction de la fertilité à long terme. Et puis aussi, comme le disait Didier, il y a aussi un interventionnisme plus important. C'est-à-dire qu'on va faire des échographies, on va trouver des images anormales qu'on va traiter, dont on ne sait pas toujours ce qu'il faut faire. Et il y a aussi des situations de douleur qui entraînent là aussi l'intervention médicale. Alors qu'à la fois, il y a un peu plus de complications, c'est certain, c'est pas majeur, mais d'un autre côté aussi, il y a des choses qui apparaissent et qu'on va surtraiter, comme souvent en médecine. Bien, on enchaîne. Merci beaucoup, Richard. Et donc,